Les maisons toutes pareilles, des cow-boys fringants, et ça nous amène à parler à Georges Gauma qu'on retrouve comme ça ce matin. Bonjour Georges. Bonjour Caro. Comment vas-tu? Ben, je vais bien, et toi? Ben très très bien, oui. Georges, on va revenir sur le cas de l'autre Georges qui est devenu célèbre, presque comme toi, le cas de George Floyd. Oui. Son décès, appelons ça son assassinat pratiquement, là. Ses funérailles ont eu lieu à Houston avant-hier. Mais ce qui retient surtout l'attention, là, c'est l'impact de ce meurtre-là et ce retentissement mondial. Là. C'est assez impressionnant, Georges, de voir à quel point celui-là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, parce que c'est pas le premier cas de Noirs maltraités par des policiers, de tués par des policiers. C'est pas le premier assassinat de règlement de compte. Il y en a eu, ça s'additionne, mais ce décès-là, c'était la goutte, semble-t-il, qui a fait déborder le vase. Ben oui, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, comme tu le dis, Caro. Ben, je reprends là où tu viens la chose que tu viens de dire. Là, c'est pas la première personne à être tuée par la police américaine. En 2020 déjà, il y a une jeune ambulancière qu'on appelait Breonna Taylor en mars 2020 qui a été tuée à 26 ans, qui a été tuée d'au moins 8 balles alors que la police a fait irruption dans son appartement. Ça, c'est encore en 2020. Il y a aussi Armand Arbery, en février 2020, à 25 ans, a été abattu alors qu'il faisait juste son jogging dans un quartier résidentiel de Georgie. Donc, il y a des cas comme ça, de toutes les façons. Bon, ce qui est important à savoir, une fois de plus, c'est cette radioscopie sur un phénomène qui existe depuis très longtemps, qui est le racisme aux États-Unis. Et tu l'as dit, le retentissement mondial, ça veut dire aussi que le problème, c'est pas seulement aux États-Unis, c'est ailleurs également dans le monde. Mais revenons un peu à l'événement qui s'est passé dans cette église de Houston, où évidemment on a célébré les obsèques de ce jeune noir, on dit Big George. Évidemment, c'est un grand géant dont tout le monde... On l'a d'ailleurs vu, je l'ai suivi, puisque c'était retransmis par RDI. Donc tout le monde a suivi, n'est-ce pas, ces obsèques en direct, et moi également. Et tous les témoignages qui ont été apportés montrent un monsieur grand, jovial, aimant, et que tout le monde appelait Big George. Tu vois un peu. Mm-hmm. Et puis donc, c'est une sorte de catharsis collective finalement qui s'est passée dans cette église qu'on appelle église Fountain of Praise, c'est-à-dire la fontaine des louanges, où il y avait des hommes politiques aussi qui étaient là-dedans. Donc c'est pour montrer que c'était un événement intimiste, d'accord, mais aussi un événement éminemment politique, parce que ça adresse un problème réel qui est la violence de la police américaine aux États-Unis vis-à-vis d'une ethnicité qui est l'ethnicité noire. Donc ça c'est quand même très important pour ne pas le souligner. Donc on voit des obsèques qui sont finalement mêlés avec un hommage à cet homme-là, mm-hmm. et puis des appels enflammés quand même à s'attaquer au racisme qui continue à blesser. On a dit ces mots-là, surtout le pasteur Al Sharpton, qui est un compagnon de Martin Luther King, tout le monde l'a vu, qui a prononcé l'homélie célèbre dans cette église, ou l'éloge funèbre dans cette église, et qui a bien martelé sur le mot le racisme qui continue à blesser l'âme de l'Amérique. Ouais. Et ça, c'est très important pour ne pas le souligner. Oui, puis on en a parlé ici, je ne m'abuse, c'est la semaine dernière, le temps passe vite, là, mais tu nous dressais le portrait de l'évolution du racisme et de l'esclavage, parce que ça commence à l'esclavage, à la traite des Noirs en Amérique, au début, là, ça remonte très loin, puis c'est resté j'allais dire dans l'ADN, pas systématiquement, mais pas mal en tout cas jusqu'à la guerre de sécession, mais même encore ça a persisté. Le racisme qui a la couenne dure, et on sait plus, là, on se dit bon, quelle révolution il faudra pour en venir à bout de ce racisme systémique aux États-Unis. Oui, Caro. Il y a eu, disons que c'est resté inscrit dans
gêne l'Amérique parce qu'il n'y a pas fondamentalement une volonté politique pour extirper, n'est-ce pas, de l'âme de l'Amérique cette pieuvre-là qui est le racisme qui continue. Mais on ne va pas revenir sur cette histoire que tu viens de dire avec la guerre de sécession et tout ce qui s'est passé, mais je voudrais quand même montrer, la dernière fois on a parlé quand même la fin des années 50 et toutes les années 60 où on a vu l'Amérique avec cette volonté de transformation, avec Martin Luther King, la marche sur Washington en 63, et puis dans cette transformation très 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 forte, on avait souligné aussi le fait que 1860 Lincoln au pouvoir, 1960 Martin Luther, comment on l'appelle, Kennedy au pouvoir, Kennedy le premier président américain catholique qui a impulsé ce mouvement de changement, et les années 60, qu'est-ce qu'on voit? Cette Amérique qui veut se transformer, mais quand même le président est tué. Et puis deux activistes des droits civiques aux États-Unis, Martin Luther King qui avait choisi la méthode douce, la non-violence, et Malcolm X qui lui avait choisi, n'est-ce pas, la manière dure. Voilà, et les deux sont tués, l'un en 1965, le plus rude, Malcolm X, et l'autre 3 ans après, en 1968, Martin Luther King aussi est assassiné à Memphis. Et en 1968 aussi, une autre figure, on n'en parle jamais assez, c'est Bob Kennedy. Ben oui, lui aussi qui allait, on espérait, j'imagine, du côté américain démocrate, que l'héritage de John Kennedy allait se poursuivre avec ce jeune Bob Kennedy. Bob qui est aussi assassiné. C'était des années très meurtrières aux États-Unis. Très meurtrières, absolument, Caro. Ça, c'est très important pour comprendre, parce que nous sommes là pour comprendre les choses. C'est pas simplement pour décrire ce qui se passe. Quel est le fond de la chose au fond? C'est la nature propre de la société américaine. Parce que Bob Kennedy était sur le point de devenir le énième président des États-Unis quand il a été abattu. Et qu'est-ce qu'on a vu à la fin des années 60 quand Johnson laisse le pouvoir? Et tout de suite, c'est la droite qui revient au pouvoir, les républicains avec Nixon. Et après Nixon, avec le Watergate, Nixon se retire du pouvoir, et il y a Ford qui reprend, et après, il y a l'éclipse de Carter qui revient un peu la gauche, entre guillemets, le démocrate, et tout de suite encore après, c'est Ronald Reagan qui revient au pouvoir, suivi par George Bush père, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même les républicains et avec les conservateurs aux États-Unis qui sont là à maintenir cet héritage un peu gauche de l'Amérique, et qu'on voit jusqu'aujourd'hui, maintenant avec Trump au pouvoir, et là, Al Sharpton, et il n'y a pas que lui qui a parlé dans l'église de la Fountain of Praise, il y a aussi l'ancien vice-président de Barack Obama aussi qui a pris la parole par vidéo interposée, aussi qui a martelé sur un certain nombre de choses, Joe Biden notamment. Il aussi est venu sur ça à accuser quand même une certaine ambiance malsaine au niveau de la Maison-Blanche, avec un président qui, au lieu plutôt de tempérer les choses, va plutôt à enfoncer le clou, à mettre en évidence ces suprémacistes blancs aux États-Unis. Et puis, de temps en temps, on l'a dit la dernière fois, le Ku Klux Klan, de temps en temps, fait réapparaître son visage, alors que les panthères noires que les autres aussi avaient mis en place pour contrer un peu la furie du Ku Klux Klan a disparu complètement. Ouais. Donc il y a quand même un manque de volonté assez tragique au niveau, n'est-ce pas, des institutions américaines à battre complètement cette pieuvre-là qui fait tant de mal à travers des institutions comme la police. Parce que si la police continue à faire ça, parce que là aussi les gens se disent, mais est-ce que c'est la police qu'il faut blâmer, ou bien la politique américaine qu'il faut blâmer? Quelle est l'attitude de la politique américaine vis-à-vis d'une police qui, les exemples sont nombreux, très très nombreux, qui montrent qu'ils exagèrent absolument, et ils le déclarent clairement. J'ai encore vu une vidéo tout dernièrement de cette police qui arrête une femme blanche et qui se met à trembler, et qui lui demande de ne pas se trembler. Mais pourquoi vous tremblez? Ah, mais il ne faut pas me tuer, que nous on ne tue que les noirs. Et ça, c'est des choses qui sont dites ouvertement. On parle en anglais, on traduit que nous on ne tue que les noirs. Donc attendez, des choses comme ça, les hommes politiques le voient, mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'action qu'on
fait par rapport à ça. En tout cas, là, dans le cas des États-Unis, on peut dire que le mot systémique prend tout son sens. Si au Québec, M. Legault hésite, puis bon, on joue sur les mots, aux États-Unis, le racisme systémique, c'est ça, c'est dans le système et il est là, bien enraciné. Bien sûr. Alors là, ben oui, évidemment, on le voit, puis on s'en rend compte, la police, la politique, mais au bout du compte, est-ce que... Puis c'est très divisé aussi, faut voir les États-Unis, tu sais, je sais pas, je vais pas là tout le temps régulièrement comme peut-être d'autres, peut-être toi ou Webster ou des gens qui voyagent régulièrement, mais je sais que l'Amérique est très compartimentée. Les Noirs vivent dans des quartiers noirs, les Blancs dans des quartiers noirs. Il n'y a pas la ségrégation, mais en général, c'est assez séparé. Oui. Est-ce qu'il faudrait changer le modèle urbain, je sais pas, revoir l'éducation, parce que ça part de là, de l'éducation aussi. Bien sûr. Tu parles de l'éducation. Je me rappelle encore de cette loi fédérale ou de cet acte juridique fédéral, le fameux ce qu'ils appellent Brown versus Board of Education. Là où on avait donné, n'est-ce pas, raison à Brown qui voulait aller à l'école et que voilà dans le milieu blanc. Enfin, on va pas rentrer là-dedans, Caro. Mais non, tu as tout à fait raison de dire que et l'éducation et l'économie, parce que ce qui se pose au fond, évidemment, c'est le rapport. Il y a un rapport à l'économie, bien évidemment, mais il y a aussi les inégalités qui sont criardes, c'est-à-dire le maintien de ces inégalités aux États-Unis. Les quartiers noirs restent des quartiers pauvres, évidemment. Quand Obama est arrivé au pouvoir, j'étais aux États-Unis, j'ai bien vu cette campagne-là, mais quand il a été élu, quand même, il avait pris deux lois comme ça, là. C'était des bourses à donner aux Noirs pour essayer de rattraper un peu sur le plan de l'éducation. Ouais. C'est les bourses aux Noirs et le fameux Obamacare que Trump est venu abattre sans remplacer quelque chose de consistant. Ouais. Voilà. Donc, attendez, vous êtes une société riche, mais attendez, pour maintenir cette richesse, il faut mettre les gens au travail. Mais si dans le monde noir, les gens sont malades, ne peuvent pas aller travailler, quel résultat vous voulez avoir après ça? Donc, il y a quand même ce problème-là qui est récurrent aux États-Unis, Caro. Et là, je vais quand même, le temps passe, c'est bien vrai, il nous reste 5 minutes, mais rapidement, je viens de recevoir une pluie de documents là, par rapport à l'attitude de la police aux États-Unis. Mais c'est effarant ce que je vois là. C'est-à-dire que pendant ces émeutes-là, la police aussi va casser ses propres voitures pour accuser les manifestants. La police protège une dame, par exemple, qui était en train de taguer l'immeuble de sa mère devant la police pour mettre ça sur le dos des manifestants. Voilà une police qui fait des choses comme ça, là. C'est vraiment effarant, Caro. Quand j'ai vu ça, je me dis, mais c'est pas possible. Donc ça devient une police criminelle aux États-Unis. Peut-être qu'on a toujours parlé de la police, la criminalité des gens qu'on trouve qui sont criminels. Mais si on faisait aussi des recherches sur la criminalité de la police, alors on verrait beaucoup de choses, je t'assure. Oui. Bon, mais allons-y maintenant pour le retentissement international. On va évoquer comme ça, puisque de toutes les façons, tout le monde l'a vu, hein. Donc aucune partie du monde n'est passée sous silence par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Tout le monde ce qui s'est passé à Londres, moi, mon attention a été beaucoup plus attirée par le déboulonnage d'une statue en Angleterre, à Londres. On a déboulonné, je pense que c'était la statue de Christophe Colomb, il faut que je regarde, mais cette statue a été déboulonnée par les Anglais. Et quand je dis les Anglais, c'est des Noirs et des Blancs. Et on voit très bien que dans ces mouvements-là, le problème n'est pas peut-être au niveau de la population, parce que toute la population, les Blancs, les Noirs, les Jaunes et tous ces gens-là sont ensemble pour dénoncer un modèle socio-économique qui, naturellement, ne porte plus et qu'il faut changer nécessairement. Et le déboulonnage de cette statue en Angleterre, on sait très bien que l'Angleterre et la France, mais c'est les puissances esclavagistes, les puissances coloniales les plus en vue. Et donc, si on voit bien des choses, la construction de la richesse en Occident, mais ces deux pays-là ont été à la tête. Ils ont dépassé même les puissances ibériques, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal, qui étaient des grandes puissances maritimes, qui sont allés découvrir, eux, les peuples qui existaient ailleurs. Et les Français et les Anglais les ont dépassés et s'installés
installés, n'est-ce pas, dans la construction de leur opulence qu'on connaît aujourd'hui à travers l'esclavage et à travers aussi cette période coloniale. Donc, déboulonner une statue comme ça, et si c'est Christophe Colomb, la prochaine fois, je le dirais si c'était vraiment lui. Mais le symbole est très fort, puisqu'on l'a déboulonné, ils ont pris un produit rouge pour mettre dessus, pour montrer qu'il a plein de sang dans ses mains. Ils sont allés à jeter, je pense, dans le fleuve qui traverse Londres, la Tamise, à Londres. Et ça, je pense quand même que ça se passe à Londres, c'est un signe extraordinaire que les responsables politiques devraient vraiment prendre en ligne de compte et soit à convoquer une conférence internationale ou plus que le retentissement international jusqu'en Iran, partout en Australie. Tout le monde s'est levé. Tout le monde s'est levé. Puis blanc et noir, c'est ça qui était différent un peu. Là, Georges, j'ai l'information, c'est pas la statue de Christophe Colomb, c'est la statue d'un marchand d'esclaves à Londres qui a été déboulonnée. C'est un marchand d'esclaves. Il y en avait plusieurs, mais celui-là, je sais pas ce qu'il avait. Bon, enfin, il avait droit à sa statue, mais là, il est dans le fond de la Tamise. Mais tu as bien raison de le mentionner, puis ce qui est peut-être un peu différent cette fois, puis ce qui donne de l'espoir, c'est que blanc et noir, ensemble, et autochtones, espérons se mettre. Tout le monde est dans le même bateau, là. Tout le monde revendique les droits humains. Enfin, voilà, tout le monde revendique donc une façon de dire, une fois de plus, que tout se trouve aux mains des politiques, avec des politiques fortes et franches qui doivent être appliquées en tant que telles. Moi, personnellement, Georges Gomard, je ne condamnerai pas d'emblée la police en tant que telle, bien que je reconnaisse que ce qu'ils font, et il y a le racisme systémique, mais il y a aussi le racisme aussi personnel, individuel, que chacun nourrit de quelque part. Mais ce racisme individuel peut être réduit à sa plus simple expression si le racisme systémique est réduit à sa plus simple expression ou bien éradiqué complètement. Ça, c'est clair et net. Georges, ben là, pour cette semaine, c'est le temps qu'on a, mais j'ai l'impression qu'on y reviendra. Puis espérons que, tu sais, dans quelques temps, on aura, je sais pas, on verra une vague de changements, que ce sera positif. Là, Joe Biden, qui s'en va vers les élections, on sent bien que sa colistière sera une femme, mais non seulement une femme, mais noire aussi. Hein? Voilà, ça s'impose. Alors, bon, ben, il est pas encore élu, là. On est loin de la coupe aux lèvres, mais on verra. On suivra ça de près avec toi, Georges. OK, Caro, merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite une très, très bonne journée. Bye-bye. À toi aussi, Caro. Bye-bye. Alors, il est 7h25. Je vous propose de faire une petite pause. On va se retrouver un peu plus tard avec Dominique Girard pour parler des sports.